BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Erwan Maurice. Et bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver ce week-end encore dans Hebdocom, l'émission qui déshabille la com des marques. Notre invité aujourd'hui, Jean-Marie Cavada, le président de la Société des droits voisins de la presse. On va revenir avec lui sur l'accord entre Google et l'AFP, c'était la semaine dernière. Ça avance doucement sur ce sujet. Que faut-il pour aller plus vite? On questionnera notre invité. Puis nous retrouverons Valérie Potin pour le décryptage de la semaine. Il nous parlera de l'entreprise de cosmétiques Lush qui vise spécialement les moins de 30 ans et qui fait le choix surprenant de suspendre tous ses comptes de réseaux sociaux dans l'ensemble des pays où il est présent. Et puis, dans une vingtaine de minutes, notre zoom sur les pubs de fin d'année. Avez-vous remarqué qu'elles étaient, dans l'ensemble, beaucoup moins déprimantes que celles de l'année dernière? Apparemment, la dépression a assez duré. On veut du positif, on verra ça avec Marguerite Giré, directrice artistique de l'agence The Production, et Charles-Henri de Pierrefeu, responsable synchropub chez Universal Music Group. Voilà le programme. Et tout de suite, bien sûr, les news. BFM Business, Hebdocom. L'actu. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, j'accueille bien sûr Frédéric Roy. Bonjour Frédéric. Bonjour Erwan. Content d'être en week-end? Toujours moi. On a passé une bonne semaine avec plein d'actualités. On va voir ça avec Julien Rizzo, journaliste BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Erwan. Tout va bien? Tout va très bien. Allez, c'est parti. Comme chaque semaine, le tour des actus. On commence avec DDB qui remporte, Julien, le budget de Skoda. Oui, après 7 mois de compétition, c'est donc gagné pour l'agence. La marque automobile a préféré la structure personnalisée proposée par DDB, baptisée Track, face à l'agence sortante Rosa Paris. Track se voit donc confier la stratégie globale, la publicité, le social media, ainsi que l'expérience client digitale de Skoda. À noter que la structure Track sera pilotée par Vincent Léora, le vice-président de DDB Paris. Bon, toujours du côté des agences, c'est Hadi Hassanelou qui rejoint The Good Group. Oui, l'ancien directeur exécutif de la création de l'agence La Chose devient le directeur de création de The Good Company. Hadi Hassanelou, primé plus d'une centaine de fois pour son travail, sera également chargé de la création de la filiale du groupe qui s'appelle Espérance, créée en mai dernier, filiale dédiée aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et côté médias, c'est la semaine des lancements de plateformes avec TF1 Max. Oui, la première TF1 Max, cette plateforme de streaming permet de voir toutes les chaînes du groupe en direct et de retrouver tous les programmes de replay, mais sans publicité. Elle permettra également l'accès au replay jusqu'à 30 jours au lieu de 7. Pour souscrire à cette plateforme, il faudra débourser 2,99 € par mois ou 29,99 € par an. Et TF1 le précise, cette plateforme vient en complément de MyTF1, la plateforme de replay disponible gratuitement. Tout le monde est en train d'avancer ses pions, Frédéric, sur le Oui, bien sûr. Ça, c'est l'enjeu majeur pour les chaînes, et en particulier pour les chaînes généralistes. Et on le voit toutes les semaines. Julien, le magazine Point de Vue se met également au streaming. Et oui, Erwan. C'est fort étonnant, mais ça s'appelle Point de Vue TV, une plateforme sur laquelle vous pouvez découvrir près d'une centaine d'heures de programmes, de documentaires et de fiction sur l'histoire, sur les rois et les reines. Elle mettra en ligne à partir du 1er décembre en exclusivité la série La Comtesse Rouge sur l'histoire de la Russie du XVIIIe siècle. Comptez 4,99 € par mois pour vous abonner. Et on termine avec cette plateforme de streaming dédiée à la culture italienne It's Art. Comprenez Italy is Art. Ah bah oui. Cette plateforme accessible gratuitement regroupe les contenus d'une centaine d'institutions culturelles italiennes, de la Scala de Milan au parc archéologique de Pompéi ou encore du musée des antiquités égyptiennes de Turin. L'idée de redécouvrir tout le patrimoine du pays à travers des visites filmées, des documentaires ou même des films. Cette plateforme, financée à hauteur de 19 millions d'euros par le gouvernement italien, est disponible depuis cette semaine dans les 26 autres pays de l'Union européenne. Ça va nous faire voyager, ça va nous faire du bien. C'est plutôt sympa. Ouais. Vive le streaming quand on peut pas trop voyager en ce moment. Merci beaucoup Julien, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine Frédéric. Nous, on retrouve tout de suite notre invité de la semaine. Interview enregistrée. Et notre invité ce week-end, c'est Jean-Marie Cavada. Bonjour. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business, journaliste, ancien député européen. Vous êtes désormais le président de la Société des droits voisins de la presse, qui milite pour une juste rétribution de l'utilisation des contenus médiatiques par les géants du numérique, les fameux GAFA. Travail colossal, Jean-Marie Cavada. Ça a commencé il y a 2 ans maintenant. On voit bien que c'est difficile de faire bouger ces lignes. Il y a eu cet accord la semaine dernière trouvé entre Google et l'AFP. C'est un bon signal d'abord? Je pense qu'en effet, c'est le signal que le climat
qui est en train de se créer autour des grands monopoles américains pour l'instant du numérique est en train de bouger parce que beaucoup de questions se posent, tant sur la sécurité des contenus que sur la légitimité de leur façon de respecter les règles de la concurrence. Et ces deux sujets-là dont je parle, bah évidemment, ce sont nos premiers sujets en Europe. Par conséquent, c'est le moment pour la presse de faire valoir les qualités de ce qu'elle offre à ses réseaux sociaux, à ses plateformes, et puis d'être payé selon le juste prix. Pour l'instant, on en est loin, mais le signe est bon puisque des accords commencent à se mettre en place. Ils valent ce qu'ils valent, mais je ne les critiquerai pas. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un certain nombre d'éditeurs qui négocient de leur côté. Le Monde, Le Figaro, avec Facebook et Google. Est-ce que, au fond, c'est pas de nature à affaiblir la position globale des médias? Alors, je pense que la presse en France, qui est une presse économiquement pas très en forme, et puis qui court des dangers, puisqu'en 10 ans, 50% de ses recettes publicitaires sont parties vers le numérique. Ça veut dire que dans 10 ans, il y en a qui sont menacés de mort, comme ce fut le cas en Australie. Eh bien, je pense que cette presse-là, elle doit d'abord faire preuve de son union. Deuxièmement, du poids de ses marques. Troisièmement, de la valeur de ses contenus. Et pour ça, il faut se rassembler le plus possible. Alors, ceux qui sont partis tout seuls ont couru l'aventure comme ils l'estimaient nécessaire. Moi, je veux établir de très bonnes relations entre les quotidiens nationaux régionaux d'une part et ceux qui m'ont demandé de venir conduire cet OGC, cet organisme de gestion collective, c'est-à-dire la presse magazine, la presse spécialisée, la presse en ligne. Est-ce que les montants qui ont déjà été négociés sont à la hauteur des espérances ou pas? Pour en parler avec certitude, je n'aime pas trop le bavardage, je serais donc prudent, il faudrait déjà les connaître. Alors on a des impressions, les impressions ont l'air faibles. Mais ça aussi, je ne le critiquerai pas parce que je pense que maintenant, le pied est dans la porte. Vous savez, avec Bruno Le Maire, s'agissant de la taxe sur les GAFA, je parle d'un impôt cette fois qui n'a plus rien à voir avec la presse, on a commencé comme ça à mettre le pied dans la porte. Et puis ça s'est terminé très 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 bien via Macron et via l'OCDE. Et maintenant, c'est une règle générale pour 135 ou 137 pays. C'est pas si mal que ça. Mais encore une fois, Jean-Marie Cavada, on voit que c'est la France qui est un peu le poisson pilote dans cette affaire. Est-ce que le reste des pays européens va nous suivre? Alors, sans faire cocorico, il faut le reconnaître, ça a toujours été une vieille obsession française que de faire payer par ceux qui utilisent les produits, le travail, faire payer aux auteurs le produit de leur travail. Et j'y ai rajouté, dans le combat européen dont j'étais un des leaders en effet, j'y ai rajouté l'exigence du droit voisin, c'est-à-dire le fait que quand quelqu'un prend un contenu de presse, eh ben, on partage la richesse à son juste prix. Faire de l'information, il faut savoir, ça coûte cher. Et par conséquent, il faut respecter cette chose. Et c'est le seul commerce mondial que je connaisse dans l'histoire presque de l'humanité où on a eu le droit pendant de longues années de voler les contenus, puis ensuite on les paye un petit peu. Mais tout ça, c'est pas une règle. Ce que je veux, c'est un vrai prix et une vraie négociation. Et comme ça, nous deviendrons peut-être enfin, on peut toujours rêver, de vrais partenaires. Noël approche, c'est le moment. C'est l'objectif quand même. Est-ce qu'après l'amende de l'Union européenne qui a été infligée à Google, je rappelle 500 millions d'euros, est-ce que les éditeurs vont essayer d'avoir plus en se disant on a des moyens finalement et on a la loi qui est avec nous? Alors, pour être très clair, votre formule me semble tout à fait exacte et très bonne. Nous sommes un bras séculier d'une loi européenne qui dit où est le droit en faveur de la presse. Deuxièmement, de 2 décisions successives, juin 2020 puis lundi 12 juillet 2021, de l'autorité française de la concurrence, qui enjoint à Google, puisque c'était l'objet de la plainte, qui enjoint à Google de négocier de bonne foi et de façon, je dirais, équitable. Aussi longtemps que nous n'obtiendrons pas ça, toutes les possibilités sont ouvertes, bien évidemment. Vous voyez un tout petit peu la loi est compliquée à appliquer, mais est-ce que vous voyez quand même un peu de bonne volonté de la part des GAFA, de Google, Facebook? Tout le monde n'est pas à la même enseigne en réalité. Il y en a qui sont durs parce qu'ils ont le sentiment d'être les chefs du monde. Il y en a qui pensent n'être que les 3/4 de chefs, alors ceux-là sont un peu plus ouverts à la négociation. Mais d'une façon générale, ce que nous voulons, nous la presse, et ce que j'ai voulu moi en tant que législateur, c'est que ce commerce devienne un commerce légal sur l'ensemble du territoire européen. Et naturellement, les Français, s'ils sont à l'origine, ne sont plus seuls. Les Allemands, maintenant, avancent assez vite. D'autres pays avec qui je suis en relation, je ne dirai pas lesquels pour l'instant, pardonnez-moi, eux aussi envisagent de se structurer sérieusement. C'est une question, je dirais, de démocratie. La presse ne peut pas mourir. On ne va pas chercher une opinion
un renseignement, une information dans le bavardage de Twitter. On va le chercher sur des réseaux qui véhiculent de la presse. La presse, elle dépense beaucoup d'argent pour être, je dirais, digne de ses lecteurs. Et puis avoir une information fiable, c'est ça dont nous avons besoin. Ceux qui s'en servent doivent payer le prix. Mais in fine, Jean-Marie Cavada, ça ne résout pas la question, malgré tout, de la dépendance de la presse française au GAFA. Non, vous avez raison. Il y aura sans doute un jour une deuxième étape qui est, de restructurer l'économie de la presse française. Et quand je dis ça, je vous laisse méditer ce que je vais vous raconter. C'est beaucoup plus simple qu'une théorie. Il n'y a aucun journal français qui possède un titre à l'étranger. Mais il y a beaucoup de pays européens non français qui possèdent des titres en France. Cherchez l'erreur. Merci beaucoup, Jean-Marie Merci Cavada. à vous de m'avoir accepté. Merci. Merci Frédéric, merci Jean-Marie Cavada, président de la Société des droits voisins de la presse, qui était notre invité dans Hebdocom. Voilà, et on se retrouve donc désormais dans les studios de BFM Business Hebdocom avec Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Frédéric, place aux campagnes qui ont retenu notre attention cette semaine. C'était encore riche avec Le Bon Coin, pour commencer, qui communique à l'approche de Noël et qui surfe sur la vague de la seconde main, comme ils savent si bien le faire. Campagne dans laquelle on voit donc une adolescente qui prend des selfies mais avec un téléphone imaginaire. Elle n'a pas eu la chance d'avoir son téléphone encore. Le message derrière tout ça, c'est pour Noël, faites plaisir à votre ado pour pas cher. C'est un film signé DDB Paris. Bon, un petit spot très court, assez sympa et qui arrive à point nommé à l'approche de Noël, Frédéric. Voilà, exactement. C'est la saison. C'est ça. C'est ça. On a une autre campagne cette semaine, Frédéric, c'est celle d'EDF qui joue sur le registre comique. Oui, toujours, avec son personnage qui se faisait ridiculiser par sa nièce il y a quelque temps. Voilà, on s'en souvient très bien. Eva, qui a une vie relativement compliquée, en tout cas, elle réussit vraiment pas tout ce qu'elle voudrait, quoi. Mais heureusement, il y a EDF, heureusement, il y a l'électricité, et heureusement, elle nous fait rire. Donc c'est un petit bonheur, voilà. C'est un spot de l'agence BETC. BETC, absolument. Et puis Amazon fait également cette semaine la promotion de son service Prime en revisitant le conte de la princesse Réponse. Extrait. Il était une fois une princesse aux cheveux longs, très longs, qui attendait qu'un prince vienne la sauver. Mais franchement, ça c'est pas une vie. Alors elle s'est fait livrer rapidement une échelle avec Prime. Et bye bye. Maintenant on ne parle plus que d'elle et de son salon. Et le prince. Mais il n'y a plus besoin de lui. Il n'y a plus besoin du prince, Frédéric. Réponse donc qui se fait livrer une échelle grâce à Amazon. C'est très rapide pour s'échapper de sa tour et partir se lancer dans la coiffure. Un film uchronique qui montre qu'avec Amazon Prime, on est libre de prendre son destin en main. C'est formidable, voilà, avec Amazon on fait tout, quoi. On peut tout faire, même quand on est un personnage de Disney. Voilà, c'est une campagne de Joint London. Allez, place tout de suite au décryptage de la semaine avec Valérie Potin. Bonjour Valérie. Bonjour Erwan. Ravi de vous retrouver Valérie. En ce week-end, vous avez repéré cette semaine Lush, une entreprise de cosmétiques qui fait le choix surprenant de suspendre quasiment l'ensemble de ses comptes sur les réseaux sociaux dans tous les pays où il est présent. Quelle idée! Effectivement, et depuis le 26, donc depuis hier, la marque n'est plus présente sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat et sur TikTok. Ouais. Elle reste présente en revanche sur Twitter et sur YouTube, qui sont les comptes sur lesquels elle continuera à diffuser, notamment YouTube, un certain nombre de contenus, mais elle précise qu'on pourrait y accéder sans être abonné, sans avoir à liker, etc. La marque, ce qu'elle essaie de faire, ou ce qu'elle essaie de nous dire à travers cette initiative, elle essaie tout simplement d'interpeller l'opinion sur les effets nocifs des réseaux sociaux, sur la santé mentale des utilisateurs. Elle dénonce notamment la dimension asservissante et addictive de ces réseaux qui incitent finalement les gens à rester en permanence connectés. Ouais. Ce qu'elle nous dit aussi derrière ça, enfin ce qu'elle dénonce surtout derrière ça, c'est la passivité de toutes ces grandes plateformes qui sont parfaitement conscientes de ce problème qui est en train de devenir un problème de santé publique, mais qui ne font rien. Alors si vous le permettez, je ne résiste pas à vous citer justement la déclaration de Marc Constantine, qui est le cofondateur de Lush, qui a dit « J'ai passé ma vie à éviter d'utiliser des ingrédients nocifs dans mes produits. Les risques que les réseaux sociaux représentent pour nous sont aujourd'hui plus que prouvés. Je refuse d'exposer ma clientèle à ces risques. Il est temps de retirer ces ingrédients
ingrédients de notre formule. Le message est quand même assez fort à l'endroit des réseaux sociaux. Après, on va dire, des mois de mise en garde verbale, cette fois-ci, les marques passent à l'action. C'est radical. Est-ce que ça a des chances d'être efficace quand même? Alors, on peut se poser la question, d'autant plus que c'est pas une première pour Lush. En 2019 déjà, la marque s'était retirée de ses comptes, des réseaux sociaux, mais c'était uniquement au Royaume-Uni. À l'époque, il s'agissait de dénoncer l'influence des algorithmes, vous savez, qui finalement présélectionnent tous les contenus qui sont proposés aux communautés. La marque s'était ensuite ravisée, elle était revenue dans les rangs, tout simplement parce qu'il fallait revenir dans le scope et dans le radar de ses consommateurs. Là, ce qui est intéressant, c'est que, fort de cette expérience, elle revient finalement avec la même proposition au niveau mondial. Ça signifie quand même que là, elle a quand même un peu réfléchi, elle est un peu sûre de son coup. Ce qui est possible, c'est que déjà, elle connaît évidemment mieux sa communauté, elle a une clientèle qui est beaucoup plus développée, c'est une marque qui est maintenant installée, donc elle sait à peu près où elle met les pieds, on ne lui reprochera pas finalement de... Oui, vous vouliez dire d'être absente de ces réseaux. Pour terminer, Valérie, au-delà des acteurs du numérique, à qui est-ce que Lush envoie un message? Elle envoie déjà un message aux consommateurs et au public, à l'opinion en général, en leur disant, voilà, vous qui attendez des marques qu'elles s'investissent, cette fois-ci, nous on y est, à vous de nous rejoindre. Elle envoie aussi un message quelque part aux politiques qui travaillent, on le sait, au niveau européen, mais aussi parfois au niveau local, à l'élaboration déjà d'un certain nombre de règles pour encadrer justement les réseaux sociaux et les dérives. Elle envoie aussi un message aux marques et aux entreprises auxquelles on reproche souvent leur côté un petit peu moutonnier, n'aiment pas prendre de risques. Là, cette fois-ci, finalement, ces marques, elles attendent que l'une d'entre elles prenne l'initiative, elles regardent un petit peu, et si ça marche, on y va. Là, on y est, exactement. Donc, les marques attendent. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est est-ce que Lush va tenir le coup ou est-ce qu'elle va se retirer comme la dernière fois. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quoi qu'il arrive, il y aura déjà les lignes ont déjà bougé, puisque certaines plateformes ont déjà annoncé qu'elles allaient faire un certain nombre de propositions, prendre des mesures, de nouvelles fonctionnalités pour préserver la santé mentale de ses utilisateurs. Merci beaucoup pour ce décryptage. Valérie Potin avec nous régulièrement dans Hebdocom. On se retrouve très vite. Place tout de suite au Zoom de la semaine. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Bon, une question pour vous, Frédéric, pour commencer. Est-ce que vous vous sentez moins déprimé que l'année dernière? Largement, oui. Je ne veux pas dire que je suis euphorique, mais enfin, oui, ça va mieux. J'avais l'impression, pourtant, que vous étiez super en forme, Frédéric. Super en forme. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on a l'impression que, par rapport à l'an dernier, on était sur des campagnes, on parle de publicité bien sûr, qui étaient assez déprimantes. On est davantage sur des créations un peu plus joyeuses, semble-t-il, en cette fin d'année. Est-ce qu'on a changé d'état d'esprit? On va voir ça pendant quelques minutes avec nos invités. Bonjour Marguerite Giry. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice artistique de l'agence The Production, et Charles-Henri de Pierrefeu. Bonjour. Enchanté, bonjour. Un responsable synchropub chez Universal Music Group. On parle de ça avec vous, avec Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Mais d'abord, petit rappel de ce à quoi ressemblaient les campagnes l'année dernière. Jusqu'à mon dernier souffle, je voudrais faire le bien et puis soigner les gens de cette vie qui les ronge et qui les retient là sur le sol. Là me poser sur le mémoire de forme. X, O, O, gauche, droite. Bon, j'espère qu'on n'a pas perdu tous nos auditeurs, téléspectateurs. Là, on est au fond du trou là. C'est vrai que on avait Intermarché, Auchan, Indeed, c'est ce que vous avez entendu. Ça donnait pas trop la joie de vivre. Écoutez plutôt ce qu'on a en cette fin d'année. Gardez bien au chaud l'échographie de Leïla. Apportez à Yvette la petite Madeleine dont elle raffole. Aidez Lucas à prendre son indépendance. La terre n'est pas assez ronde pour le tour des rototoires. La musique vivra tant que vivra le blues.
Voilà donc pour le son des campagnes de La Poste, de la Peugeot 308 électrique, de Bouygues et d'Enedis. Clairement, Frédéric, on est sur une autre dynamique là à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Hein. Oui, c'est nettement plus joyeux, c'est plus entraînant, quoi. C'est ce qui nous a amené à vous faire venir Marguerite et Charles-Henri, parce qu'effectivement, on s'est dit, c'est curieux quand même, comme on est passé du blues l'année dernière. Enfin, c'est pas curieux, on comprend bien le contexte. Bien sûr. Mais là, c'est bon. On est sorti, on vous demande les agences et les annonceurs, ils vous demandent des musiques joyeuses quand ils viennent vous voir. C'est vrai que... Marguerite Giry. Pardon. Globalement, on est quand même effectivement sur un mood un peu plus up, mais je trouve qui s'ancre assez globalement dans l'année 2021, où on a quand même pas mal de campagnes qui ont choisi des musiques un peu plus entraînantes, dynamisantes, un peu plus fun globalement. Mais pour mesurer un peu ce propos, il y a quand même d'autres exemples de pubs de Noël qui sont sortis récemment, notamment la Orange ou la Amazon qui ont pris des musiques un peu plus... sur Amazon, c'est Adele, il me semble. Ouais. C'est un côté quand même beaucoup plus intimiste, toujours un peu dans l'émotion. Enfin, on sent qu'on est dans quelque chose de plus positif, mais on a toujours envie d'être dans une émotion un peu plus mesurée, contenue, plus dans quelque chose qui s'ancre plus dans un noyau familial, je trouve, plutôt que la grosse fête en longue robe de soirée avec du Frank Sinatra. Qui sera peut-être pas possible encore cette année avec les restrictions sanitaires. Charles-Henri de Pierrefeu chez Universal Music Group, est-ce qu'on a voulu voir que ce qui allait bien en cette fin d'année? Est-ce qu'il faut nuancer un peu le propos? Moi, je suis toujours un peu circonspect quand il faut en fait faire un espèce d'inventaire des tendances en matière d'utilisation des musiques en publicité, parce qu'en fait la spécificité des musiques de pub, c'est qu'elles sont totalement aléatoires, hétéroclites, correspondent à des besoins bien spécifiques de plein de prises de parole d'annonceurs très différents, donc arriver à faire des généralités des tendances, c'est généralement mais là assez difficile. C'est quand même lié à un contexte social qu'on a tous vécu, donc on fait le lien. Pour me faire l'avocat du diable, je trouve que ce qu'on a vu et ce qui est supposé refléter la morosité des campagnes de l'année dernière, en fait, c'est que tout simplement, à l'époque, moi, je me mets à la place des annonceurs, ils avaient une espèce de curseur et ils avaient plein de possibilités en termes de prise de parole et la musique ne fait qu'accompagner ces prises de parole. Et à l'époque, c'était où est-ce que je mets mon curseur plutôt sur le côté complètement responsable, concerné, on est together, mais il faut faire gaffe, etc. Mais avec quand même derrière un parti pris de proximité, de sensibilité et de responsabilité. Et il avait la possibilité aussi d'aller dans l'insouciance. Et moi, je me souviens, par exemple, le Bad Buzz qui avait fait la campagne Crédit Agricole l'année dernière, vous avez utilisé le formidable d'Aznavour, qui allait complètement à rebours, effectivement, de tous ces films de pub qui étaient effectivement sur des pianos néoclassiques, un peu... pas dépressif, mais un peu sensible, fragile. Bon, bref. Et eux, ils arrivent tonitruants. Vous êtes formidable. Donc, c'était hommage effectivement aux travailleurs de l'ombre. Et du coup, voilà, c'est cette espèce de choc qu'il y a eu à l'époque. Frédéric Roy. Oui, mais bon, voilà, c'est bien. On est d'accord qu'il y a eu quand même une forte tendance l'année dernière de chansons françaises, d'ailleurs. Il me semble, alors là... Pour le coup, c'est vous qui allez me dire. J'ai l'impression que quand on était déprimé, on entendait beaucoup de Charles Aznavour ou de Mouloudji voilà, et que là, on est plutôt sur Roger Glover, Love Is All pour Dior. On est plutôt sur des tubes anglais des années 60. Ça reflète la joie de vivre. Marguerite Giry chez The Production. On a quand même on a du Johnny aussi, il me semble. Ah oui, on l'a entendu. Il y a du Johnny, encore du français. Et moi, je pense que ça va quand même continuer un peu à perdurer cette mode du français qui a commencé avec Intermarché, parce que pour moi le français, il y a un côté en ce moment quand même très très rassurant, parce que forcément ça a une force évocatrice. Enfin, évidemment, c'est des chansons que tout le monde connaît et qui ont vraiment ce côté rassurant et qui est un peu un bon appel pour les marques pour se placer en ce moment, quoi. Charles-Henri de Pierrefeu chez Universal Music Group. On a des chiffres intéressants qui nous sont donnés dans un sondage Dentsu Spotify qui nous disent que pour 82% des Français, donc plus de 8 Français sur 10, la bande-son est importante dans la pub, et pour 79% d'entre eux, l'audio est vécu comme une évasion. Ça nous prouve bien quand même que ça va avoir un impact aussi, ces publicités plus joyeuses, sur les fêtes de fin d'année de 2021.
Là où vous me faites plaisir, c'est de la musique à mes oreilles. Là, je suis régalé, puisqu'en fait, vous prêchez un converti. Nous, la musique, c'est notre fonds de commerce, la musique pour la pub. Donc, on sait très bien tout l'apport qu'a la musique en termes d'impact d'une campagne publicitaire. Ça donne de la reconnaissance, de l'identification, de l'attribution, de l'agrément. On avait fait, nous aussi, une étude qui montrait que la variable créative était la variable qui permettait le mieux de se souvenir d'une pub. Devant la création, la narration, le casting, la réalisation, etc. Simplement parce que ça s'adresse à notre cerveau gauche et que ça a un effet incroyable. C'est l'émotion. C'est l'émotion, mais qui veut tout dire et rien dire. Il y a des mots qu'on devrait bannir, c'est émotion, moderne, etc. Non, mais parce que l'émotion, chacun le voit à sa porte, quoi. Moi, ce qui m'émeut, parce que bien sûr. Ouais, voilà. Frédéric Roy. Est-ce qu'il y a, moi c'est la question sans réponse, mais j'ai quand même envie de la poser. Il y a des notes, il y a des harmonies qui sont joyeuses. Je veux dire que vous savez dans vos banques de morceaux instinctivement que ça va être plutôt, je sais pas, des enchaînements. Il y a un secret ou pas? On conclura là-dessus. Marguerite. Oui, après forcément ça reste de la musique, c'est subjectif et c'est aussi notre travail à nous de relecteurs, d'interprètes entre l'agence et l'auditoire de nous interpréter de ces façons-là différentes comment cette musique pourrait être vécue à l'image, quoi. Et de ce que ça nous inspire aussi. On a l'impression que quand même on a envie de donner un peu de bonne humeur aux gens. Enfin, je sais pas, moi je trouve. Encore une fois, la musique, elle doit répondre au cahier des charges des images, du discours de la marque, de son positionnement, etc. Donc si à un moment donné, la marque a envie de communiquer d'une autre façon un peu fragile, la musique est au service de l'image. C'est pas de la fausse humilité, mais on est là pour fournir les bonnes musiques justes qui marchent. Ça ne servait à rien d'avoir des musiques pimpantes, tonitruantes, si derrière, les préoccupations de l'annonceur sont plutôt un peu dans la gravité et le sérieux. Bon voilà, Frédéric, on va quand même passer mes meilleures fêtes cette année. Oui, sans aucun doute, en musique de toute façon. Allez, disons-nous ça. Bien. Merci beaucoup d'être venu avec nous pour ce Zoom. Marguerite Giry, directrice artistique de l'agence The Production, et Charles-Henri de Pierrefeu, qui était également notre invité, responsable synchropub chez Universal Music Group. Merci Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous et restez bien sûr sur BFM Business. Bon week-end. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.